Bienvenue dans le magazine de ce dimanche. Rebonjour Jean-Michel Lavoisa. Bonjour. Vous êtes expert en intelligence économique et c'est notre sujet de ce dimanche. Nous allons suivre le reportage de Sita Soro et se retrouver tout de suite après. L'intelligence économique, en abrégé IE, c'est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement, de protection et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. C'est aussi un dispositif qui permet aux décideurs de créer de la valeur et réduire les risques. Ce dispositif vient pallier le déficit structurels auxquels sont confrontées les autorités ivoiriennes, notamment la poursuite de l'amélioration du climat des affaires, un secteur financier plus actif et innovant pour accompagner le secteur privé et le renforcement des capacités des très petites entreprises TPE et des petites et moyennes entreprises PME. De ce fait, l'État par le ministère du Commerce a mis en place depuis 2013 le réseau national d'information commerciale et le guide de l'intelligence économique pour les TPE-PME en Côte d'Ivoire. Au niveau des entreprises, certaines sont engagées dans une démarche d'IE à travers la mise en place de secteurs de veille stratégique ou font appel à des professionnels pour la formation de leur personnel. Malgré leur faible nombre et les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les professionnels de l'IE en Côte d'Ivoire mènent des actions de vulgarisation afin de faire connaître leur métier et participent aux actions entreprises au niveau étatique, d'où les journées portes ouvertes sur l'intelligence économique organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec la communauté ivoirienne de l'intelligence économique. La gestion stratégique de l'information économique est donc devenue l'un des moteurs essentiels de la performance globale des économies. On vient de le voir dans ce reportage, quand on parle d'intelligence économique, il en ressort des notions comme la collecte de l'information, la réduction de risques ou encore la prise de décision. Mais est-ce que cela suffit à définir l'intelligence économique, M. Lavoisa ? Il est vrai que l'intelligence économique est stratégique. Je tiens à rajouter stratégique parce qu'il s'agit d'alimenter le niveau de décision des organisations, qu'elles soient publiques et privées, et également elles alimentent la stratégie des entreprises. Donc l'intelligence économique et stratégique, effectivement, est devenu un terme un peu fourre-tout, alors que les enjeux sont importants. Or, le développement sain et soutenable de l'Afrique, socio-économique, en dépend. Donc les enjeux sont importants. Fondamentalement, l'intelligence économique et stratégique, c'est un processus de maîtrise de l'information aux fins de décision et d'action. Il recouvre deux concepts, un concept structurel et organisationnel qui vise à aider une organisation à être plus performante, efficace, efficiente, donc intelligente parce que apprenante. Et puis il y a un concept opérationnel qui en est la finalité, qui vise finalement à aider toute organisation, publique ou privée, à identifier, à remporter des opportunités, à en évaluer et en maîtriser les risques associés et, le cas échéant, à résoudre des situations difficiles. Donc, quelle que soit la problématique, je dirais il s'agit d'un processus d'aide à l'identification des besoins et à l'orientation de la recherche, à la collecte des informations, au traitement de ces informations et à la fourniture aux décideurs, finalement, d'éléments d'appréciation, d'évaluation, d'élaboration de leurs décisions sur la base d'informations fiables et actualisées. Je rajouterai simplement que la matière première de l'intelligence, c'est l'information. L'information, c'est ce qui donne une forme à la réalité. Mais est-ce qu'il s'agit de savoir mieux et avant les autres les besoins et opportunités du marché ? Effectivement, le facteur temps est primordial, surtout dans un environnement concurrentiel. Or, l'Afrique a l'image d'un vaste marché de la demande. Il est vrai que, comme on le dit souvent, il y a tout, voire tant à faire. Et en même temps, les opérateurs, les investisseurs doivent prendre en compte le fait que ce sont déjà des marchés de l'offre, où il faut se distinguer et où il faut se différencier par rapport aux concurrents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opportunité, un marché qui ne fasse pas l'objet déjà d'une concurrence locale et internationale croissante. Donc le facteur temps est déterminant. Et l'information ressort de plus en plus. On utilise l'information aussi dans les études de marché, dans les veilles concurrentielles, dans les stratégies marketing. Quelle est la différence avec l'intelligence économique ? Il n'y a pas de différence. En réalité, l'intelligence économique et stratégique est un ensemble de disciplines
qui vise justement à satisfaire les besoins en information et en aide à la décision tout au long de son cycle de collecte, de traitement, d'analyse. Donc c'est un ensemble de disciplines auxquelles toutes concourent justement à cet effort d'élaboration. Certains sont spécialisés dans la veille, mais il n'y a pas que ça. Ça serait avoir une approche très réductrice de l'intelligence économique et stratégique que de ne parler que de la veille. Il y a des disciplines liées au knowledge management, data mining, text mining, bientôt big data, qui sont déjà une réalité dans le reste du monde, mais pas encore en Afrique et ni en Côte d'Ivoire. Et donc c'est un ensemble de disciplines qui concourent, si elles sont organisées et structurées, à justement l'élaboration de la décision et au succès d'un projet. Dans ce cas-là, qui est l'expert en intelligence économique? Comment on le devient? Je crois qu'un expert, soit interne à une organisation, soit externe, doit disposer de connaissances, de qualifications et de compétences dans une spécialité donnée, dans l'une des disciplines que j'ai mentionnées notamment. Il doit enferme l'intelligence économique. C'est ça. Ouais. Mais il doit en même temps cultiver une grande ouverture d'esprit, une grande curiosité naturelle et en même temps pratiquer. On devient expert avec le temps et la pratique de dossiers réels et concrets. Donc quels sont les outils, les méthodes qui sont nécessaires pour faire concrètement de l'intelligence économique? Alors c'est un ensemble justement de méthodes, de techniques et d'outils spécialisés. Évidemment, comme dans toute discipline, il y a des généralistes et des spécialistes, mais la tendance est malgré tout, compte tenu de la difficulté et des enjeux, à une spécialisation malgré tout. Donc les besoins, les marchés ont besoin d'outils spécialisés. Les outils, les méthodes, les techniques font appel à des ressources de deux ordres, des ressources humaines tout d'abord, en particulier dans un contexte africain où le facteur humain est très important et où les données factuelles manquent cruellement, et puis donc avec des personnes qui sont formées et spécialisées, et également des ressources techniques, technologiques, y compris cybertechniques, puisqu'on utilise nous-mêmes chez Harris de plus en plus de ressources en cyberintelligence et cyberinvestigation. Malgré tout, je rajouterais que quand bien même l'environnement des affaires en Afrique sera de plus en plus numérisé, il faudra quand même se poser la question de la fiabilité des informations qui sont mises à disposition. D'accord, mais est-ce que ce sont uniquement les multinationales qui utilisent cette intelligence économique, les PME, le secteur privé, les institutions, est-ce que ça leur sert également? Sûrement pas. En réalité, tout le monde a besoin d'éclairer sa décision et de s'informer pour se donner les meilleures chances de réussir, que ce soit une pénétration de marché, un partenariat, une fusion, une acquisition, la diversification de ses activités ou des produits. Ce n'est pas une question de taille. Et l'offre doit être évidemment adaptée, en particulier aux ressources je dirais, du demandeur. Mais je dirais qu'une PME a encore moins la possibilité et le droit de prendre des décisions à l'aveugle. Donc une PME a besoin de s'informer encore plus que d'autres parce qu'elle est amenée à prendre des décisions cruciales et vitales pour sa survie. Vu qu'on parle de plus en plus d'intelligence économique, est-ce que c'est parce que ces entreprises-là se portent en réalité mal? Est-ce que ça vient comme solution? Alors c'est un ensemble de solutions effectivement, mais il faut bien prendre en compte que le contexte des affaires a changé. Le contexte globalement a changé. La mondialisation, la globalisation a entraîné des prises de décision toujours plus importantes, dans des délais de plus en plus courts, face à des environnements de plus en plus complexes et multiculturels qui annihilent quasiment le droit à l'erreur. Donc ce contexte a changé et ce qui se faisait un petit peu par bon sens des affaires et intuition des entreprises doit, compte tenu de ce nouveau contexte, faire appel à une organisation, une approche beaucoup plus structurée, méthodologique. Structurée. Et vous parliez tout à l'heure de moyens humains, de moyens cybertechniques. Ça nous fait dire que la frontière paraît assez mince entre intelligence économique et espionnage. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à la qualifier comme telle. Qu'en dites-vous? Je vous remercie de donner l'opportunité de couper court à ce cliché. Fondamentalement, il faut savoir que l'espionnage est une activité pratiquée depuis toujours et par tous les États, qui est légale parce qu'elle est prévue par la loi au nom d'un intérêt général, mais elle ne se justifie pas dans le secteur privé. Rien ne la justifie en réalité. L'espionnage, fondamentalement, implique le recours à l'illégalité. Or, l'intelligence économique et stratégique, et nous le démontrons et le pratiquons tous les jours,
peut être performante en termes d'accès à de l'information fiable et actualisée par l'emploi de méthodes de renseignement qui se situent entre l'information ouverte et l'espionnage, sans transgresser le cadre de la loi et de l'éthique. Donc l'espionnage est illégal, il regarde et concerne ce qu'il pratique, mais l'intelligence économique et stratégique peut et doit rester dans le cadre de la loi et de l'éthique. Vu qu'il s'agit de trouver des informations, souvent en allant au contact direct des personnes, dans le contexte ivoirien, comment est-ce que cela se traduit, vu que vous le pratiquez ici? Oui, je dirais c'est une culture d'entreprise ou des organisations qui était encore nouvelle en Europe il n'y a pas si longtemps, qui l'est également en Afrique maintenant pour des raisons culturelles, structurelles. Je crois qu'il est important de considérer qu'en Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique, l'engouement pour les opportunités, tous les projets de partenariat, de fusion, acquisition, intracontinentaux, extracontinentaux, génèrent de très importants besoins en information fiable et en analyse contextualisée. C'est particulièrement le cas évidemment de la Côte d'Ivoire, qui jouit d'une image et d'une réputation très positive, favorable à l'échelle internationale, et qui doit absolument, pour établir le climat de confiance nécessaire à l'environnement des affaires, eh bien, mettre à disposition des informations ou permettre à ceux qui le peuvent de mettre à disposition des informations. Ceci dit, on ne peut pas attendre tout et trop non plus de l'État. Le secteur privé attend avant tout de l'État qu'il crée les conditions favorables au secteur privé. Après, c'est aux entreprises et à des cabinets spécialisés de prendre le relais. Ce qui se fait de plus en plus, il y a eu plusieurs réformes du climat des affaires en Côte d'Ivoire, mais à quel degré est-ce que l'intelligence économique et stratégique est utilisée en ce moment sur le territoire ivoirien? Il y a un premier niveau dont on entend beaucoup parler, qui est public. Des organismes et des administrations publiques ou parapubliques se sont emparés de ce concept, de toutes ces méthodes. C'est une bonne chose parce que ça concourt à la sensibilisation et à l'éducation des gens et des entreprises sur la valeur et la nécessité justement de cette matière première, de cette data, cette donnée qui est l'information. Les entreprises, je l'observe, notre compagnie Harris intervient de plus en plus à la demande d'entreprises pour les aider à mettre en place des dispositifs internes d'intelligence économique et stratégique, notamment de veille, mais encore une fois, la veille n'en est qu'une partie, où on réalise également des cartographies de risques pour les entreprises, sachant que les sources ouvertes et publiques ne sont pas suffisantes. Donc il y a, je crois, une appropriation par le secteur public et également comme le secteur privé de ce concept, de ces méthodes. Il faudra du temps pour que chacun intègre ça, vraiment, chaque décideur intègre ce processus dans son circuit de décision. Et puis on trouve déjà des cabinets locaux qui sont entièrement et en totalité déployés sur le continent africain comme Harris pour répondre aux besoins. Alors je rappelle, M. Lavoisier, que vous êtes expert en intelligence économique. Vous allez nous donner un exemple concret, une entreprise qui veut par exemple s'implanter ou qui existe déjà, qui voudrait se développer en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'elle utilise cette intelligence économique-là d'un bout à l'autre dans son entreprise? Alors au départ, au commencement, il y a un besoin. Si on a une approche à la fois organique, fonctionnelle et pragmatique des affaires, une entreprise, quelle qu'elle soit, économique, financière, industrielle, économique ou activité de service, a une vision, une stratégie et je dirais des besoins en information. Elle commence tout naturellement, éventuellement à distance et sur place, à explorer les sources ouvertes et publiques, mais elle se rend compte en même temps qu'en quantité et en qualité, celles-ci ne sont pas suffisantes, et donc recours à des cabinets spécialisés comme Harris pour compléter justement par des techniques qui sont discrètes, c'est-à-dire sans jamais dévoiler l'identité des commanditaires ni de la finalité de nos recherches, de manière à ne pas avoir des informations biaisées, mais encore une fois tout en restant dans le cadre de la loi et de l'éthique, de manière à s'éclairer par des études quantitatives et qualitatives de marché, alors qu'en Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique, la plupart des données nécessaires ne sont pas consolidées, ne sont pas disponibles pour diverses raisons. Mais ça devient de plus en plus disponible avec des entités comme le CPC, l'Institut national de la statistique. On a toujours accès quand même à certaines informations. Oui, encore une fois, ça relève d'un effort louable d'affichage
de la Côte d'Ivoire pour, en tout cas, déclarer une volonté de transparence qui est nécessaire, pas seulement pour progresser dans les classements internationaux, mais pour établir ce climat de confiance. Malgré tout, il s'agit d'un premier niveau, puisque ce ne sont pas des canaux indépendants, évidemment. D'où l'importance de recourir à des canaux indépendants qui vont permettre de compléter et finalement d'apporter de l'information à un degré de granularité que les études macroéconomiques et les sources ouvertes n'apportent pas dans la perspective particulière de nos clients. Donc il ne s'agit pas comme de nombreux sites ou bases de données, simplement de donner une approche un petit peu générale, mais véritablement d'apporter des éléments dans la perspective de nos clients, dans leur zone d'action et d'intérêt sur le territoire. Vraiment de l'information de proximité. De proximité. Est-ce que c'est accessible en termes de coûts? Parce que vous parliez tout à l'heure de cabinets ou d'entités spécialisées. Oui. Quand on sait que même les plus petites entreprises en ont besoin, est-ce que c'est accessible? Bien sûr. Là, encore une fois, ça s'adresse à toutes les entités publiques et privées, quelle que soit leur taille. Et une bonne offre d'intelligence économique doit s'adapter aux ressources, évidemment, et aux besoins. Il ne s'agit pas d'exclure, surtout pas, les PME ou les petites ou grandes PME, je dirais. D'autant plus que le secteur des PME, chacun le sait, est l'avenir de ces années à venir en Afrique. Donc, par définition, en fonction du degré de sensibilité et des enjeux économiques et financiers, mais aussi d'image et de réputation et autres, une bonne offre d'intelligence économique prend en compte la réalité des besoins particuliers et des ressources allouées. Je terminerai par dire que il est bon de se poser une autre question, c'est quel est le coût de ne pas recourir à l'intelligence économique et stratégique. Parce que prendre des décisions à l'aveugle, négliger notamment la dimension des risques, revient à jouer à la roulette russe et les conséquences sont dramatiques. Autrement dit, si on regarde par exemple statistiquement ce qu'indiquent les due diligence, par exemple les vérifications sur les personnes morales et physiques, eh bien, dont à peu près 60% incitent à un décideur à poursuivre son projet, eh bien, on se rend compte que la plupart des investigations, donc des résolutions de problèmes qu'on réalise sur le terrain, auraient pu ou auraient dû être évitées si les risques avaient été correctement évalués. Tout cela avait été étudié. Alors on va terminer sur un point qui intéresse la Côte d'Ivoire. Elle est en train de mettre en œuvre son programme national de développement sur la période 2016-2020. Le pays aspire à l'émergence, on le sait. Comment utiliser l'intelligence économique dans ce cas-là? Très bien. Pour ce qui est de l'émergence, pour peu qu'on définisse clairement ce concept qui ne paraît pas très bien défini, en tout cas au plan politique, mais au plan économique, c'est moins clair. Eh bien justement, cet effort de visibilité, cette chance et cette opportunité qu'a la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une image et une réputation rassurante doit absolument pas seulement rassurer la communauté internationale, les bailleurs de fonds, les organisations internationales pour progresser dans les classements internationaux et disposer ensuite de dispositions avantageuses, mais nous qui sommes au contact permanent des opérateurs économiques et financiers et des investisseurs du monde entier, je vous assure que beaucoup d'investisseurs potentiels sont au balcon, ne doutent absolument pas qu'en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, il y a des opportunités, mais estiment malheureusement avec raison que les conditions de confiance et de fiabilité des comportements et des informations ne sont pas encore au rendez-vous. Donc il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des marges de progrès à faire dans ce domaine. Absolument, raison pour laquelle il faut utiliser cette méthode-là, l'intelligence économique et stratégique. Merci Monsieur Jean-Michel Lavoisard, expert en intelligence économique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Très bon dimanche à vous.